Bonjour tout le monde. Bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent justement de nous rejoindre, qui n'ont pas pu participer à la première partie. Bonjour Cisoher, bonjour Mustapha. Salut. Alors, Bonjour Anas, Ça va bonjour Cisoher? Mustafa, bonjour tout le monde. Ça va, Ouais. alhamdoulilah. Tu arrives bien à m'entendre? Je t'entends très bien. Eh ben J'espère c'est que vous, de votre parfait, côté, vous parfait, m'entendez bien et que tout passera parfait. dans les meilleures conditions, Inch'Allah. Inch'Allah, on s'en doute en aucun cas. Voilà, bonjour à tout le monde. tiens, je rigole, Zoé, pour la petite barbe. De mémoire, مالها آخر مرة اتفرجت معك كانت خفيفة مازال خفيفة ما عمرك مازال خفيفة t'inquiète pas. C'est juste c'est la barbe d'hiver, tu vois. D'accord, très bien. كاينه la coupe d'été ou la coupe d'hiver, c'est pour bien Light. rester au chaud, tu vois. D'accord. D'accord, sympa. Bon, Bah, écoute, très heureux de te voir. Hein? Parfait, c'est Très heureux de te pareil voir. également, J'espère ça que fait ça un se petit passe bien moment. de ton côté. Alhamdoulilah, Effectivement, alhamdoulilah, effectivement, effectivement. comme vous voyez, en télétravail, comme beaucoup de monde. Donc, euh, Oui. donc Top, voilà, top. voilà, parfait, voilà. parfait, parfait. Donc voilà, merci encore une fois Cisoher pour votre participation et très heureux de compter la société Sahel Digital Factory en tant que partenaire à notre événement. Merci encore une fois. Merci. Donc, juste pour faire une petite présentation, Cisoher va nous accompagner durant 1 heure. Donc, il nous présentera l'entreprise Sahel Digital Factory sur une durée de 20 minutes. Après, il va nous présenter l'agilité et ses implémentations sur une durée aussi pareille de 20 minutes. Après, on ouvrira la porte aux différentes questions qui seront dirigées soit vers la société Saham par rapport surtout pour aider ces jeunes à une insertion ou leur présenter un peu ce que vous faites, ou bien par rapport à la thématique que vous leur présenterez. Donc, Très bien, très voilà. bien. Donc, je ne sais pas si vous avez Si je bien peux la me le permettre, possibilité de... si je peux me le permettre juste avant Zoël, en tout cas, je te remercie vivement, effectivement. Dès la première fois qu'on a même, je dirais, pensé à l'idée elle-même de monter ce forum-là, Zoël, il a dit, bien sûr, on est là, on voudrait effectivement contribuer à le projet d'or. On sait que la période il est difficile et qu'il y a pas mal, je dirais, de jeunes principalement qui se posent trop de questions par rapport au marché, etc. Nous, on est prêt à partager avec eux notre petite expérience. Enfin, je dis une petite, Mhm. mais c'est une grande expérience en matière de transformation digitale dans un contexte qui est assez spécifique. Et je te remercie encore une fois d'avoir cru à ce sujet-là et de ta disponibilité pour qu'on puisse être dans ce concept, plutôt dans ce rendez-vous de partage. Voilà, En voilà. tout cas, Mustapha, si je me permets, je te retourne le remerciement parce que effectivement, je pense que le modèle, ce genre de format de séminaire ou là, d'événement, recrutement est très intéressant. Oser déjà le faire dans un format classique, c'est un challenge. Mais tenter de le faire sur un format virtuel, je pense que c'est notre, comment dire, c'est notre dimension. Donc, déjà, bravo d'avoir pensé à Merci. ça. Merci. Effectivement, moi, ce qu'a pas dit Mustafa, c'est qu'on a un peu, comment dire, euh, effectivement, l'idée, au niveau de Saham, au niveau de la Digital Factory, on l'a accueilli à bras ouverts. Maintenant, on a passé tout le mois de novembre à préparer, à se mettre d'accord sur les différentes subtilités du sujet. Donc, en tous les cas, merci à Mustafa pour sa patience. Merci d'avoir insisté pour qu'on soit là et pour faire tout pour que ça se passe. Donc, c'est très appréciable de ta part et de la part de nos 26 One. Voilà. Donc, Top. Merci. Merci. voilà. Je vais me permettre quand même de présenter rapidement avant de rentrer dans le sujet
de me présenter et de parler donc, la Digital Factory. Juste pour un petit rappel, la Digital Factory n'est pas une filiale de Saham Assurance, c'est une direction de la transformation. Donc, on est un département qui a certes ses spécificités, qui a certes un fonctionnement comme ce qu'on va aller voir dans toute Digital Factory aujourd'hui de la place. Maintenant, on reste un département de Saham Assurance et aujourd'hui une composante à part entière de Saham Assurance, c'est-à-dire qui s'inscrit dans sa culture, dans sa dynamique et son historique. Donc voilà. Alors, quelques mots me concernant. Donc, moi, je suis Zouhair Jamel Bennis. J'ai rejoint la Digital Factory et Saham Assurance en décembre 2017. Ma première mission était plutôt une mission RH. Donc, j'ai été Digital HR Business Partner depuis le quasi départ. Et j'ai accompagné pardon, n'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas ou là, si ça coupe. Voilà, je pense qu'il y a quelques tout petits soucis de son et de vidéo. Je pense qu'il y a un tout petit décalage, mais en tout cas, rien de très méchant pour l'instant. Ça marche. Et avant, juste, je voudrais juste insister sur les participants. Effectivement, il y a une partie de questions-réponses, effectivement, vers la fin de cette session-là. N'hésitez pas à poser vos questions, même en temps réel. On reviendra dessus vers la fin de cette session-là pour pouvoir apporter les réponses nécessaires. Exactement. Donc, on réservera un minimum de 20 minutes pour répondre à vos questions. Donc je disais que voilà, j'ai rejoint Saham Assurance et la Digital Factory en décembre 2017. Et ma première mission a été d'accompagner le projet dans sa dimension RH et humaine, sachant qu'à la base, j'ai une expérience aujourd'hui de 13 ans, à l'époque de 10 ans dans l'agilité, dans le développement et dans le digital en général. Et donc, j'ai accompagné la Digital Factory sur la partie RH pendant 2 ans. Et depuis janvier de cette année, j'ai retrouvé mes amours de jeunesse que sont l'agile et l'opérationnel digital pur. Voilà, donc, et c'est pour ça que je me permettrai aujourd'hui, sinon j'en aurais pas la prétention, de parler dans la présentation RH de Saham Assurance et de la Digital Factory et de faire le zoom sur la partie agilité, parce que c'est des sujets que je connais. Voilà, donc on commence. Excusez-moi, vous voyez bien mon écran? 5 sur 5. Oui, oui. Yes, super. Donc comme l'a rappelé Anas, cette session va se partager en trois parties qu'on va essayer de partager, on va dire, équitablement. Donc, une première partie, on va présenter Saham Assurance, l'historique qu'il a amené à créer cette Digital Factory, la Digital Factory et l'expérience de transformation. On parlera dans cette partie donc de l'historique innovant de Saham. On parlera aussi du contexte de création et pourquoi on a créé cette Digital Factory, des résultats atteints, du modèle de fonctionnement, et puis avec un zoom RH et quelques notions de perspective à venir. Puis par la suite, on fera par la suite, donc dans la deuxième section, on fera un zoom sur la partie agilité. Quel modèle on a pratiqué depuis le début, quelles sont les évolutions et comment on est arrivé à notre mode de fonctionnement d'aujourd'hui. Donc globalement, ça sera sur ça qu'on parlera lors de la deuxième partie. Et puis par la suite, je serai à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà, donc pour commencer, quelques éléments sur Saham Assurance.
Donc, Saham Assurance, c'est et aujourd'hui le leader du marché de l'assurance automobile et de la non-vie en général. Donc, depuis la fusion de Senia et Saada, Saham a été précurseur dans le marché sur un certain nombre de choses. Donc, il y a eu le lancement en 2009 du chèque Auto Express. De 2012, Saham a été la première assurance à lancer une application mobile. En 2014, il y a eu l'offre de la souscription de contrats en ligne. 2016, la notion de l'assistance géolocalisée via l'appli mobile, de Autodizer ou d'AutoConnect. Et en 2017, il y a eu la déclaration des sinistres MRH et Asie en ligne, mais également le chèque auto Jal Index. C'est en gros la réplication du modèle chèque auto express au niveau de… c'est-à-dire qu'en gros, on va ramener l'expert jusqu'au lieu du sinistre. Donc voilà, tous ces éléments-là, c'est juste pour dire que Saham s'est toujours voulu une société innovante, précurseur sur un certain nombre de domaines et qui a osé un certain nombre de choses. Maintenant, quand on arrivait en fin 2016, fin 2017, l'idée, c'était de trouver un moyen de sortir d'initiatives. Donc, il y avait des initiatives qui ont été très impactantes, d'autres qui l'ont été un peu moins. L'idée, c'est vraiment de structurellement scaler ces initiatives dans la durée et dans une transformation profonde de sa manière de faire. Et c'est dans ce contexte que la Digital Factory a été lancée, en étant une chance pour la compagnie de se transformer en profondeur sa manière de faire. L'idée, c'était quoi? C'est qu'en arrivant en fin 2016, on avait un besoin de transformer donc, de manière pérenne nos méthodes de travail. Quand on a fait le bilan sur nos méthodes de travail, il y avait effectivement cette envie d'innover, cette envie de faire différemment, cette envie d'aller chercher de la part de marché là où d'autres ne l'ont pas fait. L'autre côté de la médaille, c'est que quand on regardait notre manière de travailler, on était dans un modèle classique, comme toute autre entreprise. Et l'idée, c'était vraiment d'aller chercher une manière différente de faire, une manière innovante de faire. Donc, c'est là où je viens de dire, quand la Digital Factory a été créée, c'était la direction de la transformation. C'est-à-dire, l'un de nos objectifs, c'était non seulement de transformer sur le digital, mais également sur le non-digital. C'était vraiment une transformation globale de notre manière de faire. Donc, et le marché il y avait certains éléments, certains indicateurs qui étaient forts, qui nous disaient, qui indiquaient la nécessité de changer nos manières de faire. Donc, il y avait le leadership qui était challengé par la mutation du marché, par le côté extrêmement mouvant du marché. Les clients avaient des comportements qui commençaient de plus en plus à se digitaliser, ce qui n'était pas le cas auparavant. Des besoins et une exigence qui s'accentue. La concurrence sur le marché faisait que la rentabilité baissait de plus en plus et donc qu'il fallait aller chercher de nouvelles niches de rentabilité et d'optimiser encore plus notre manière de faire, et un écosystème qui était en train de changer avec, que ce soit au niveau national ou au niveau panafricain, qui avait de nouveaux intervenants qui allaient changer la donne. Et je pense, même si ce n'est pas imminent, il y a, comment dire, croire que par exemple la SurTech ou des entreprises auxquelles on n'avait pas pensé auparavant ne sont pas un danger aujourd'hui au niveau panafricain, a déjà été, comment dire, a déjà été contredit par le terrain, où un certain nombre de startups qui ne sont même, comment dire, de startups européennes installées à l'autre bout de la planète venaient et créées tout en étant pure player, sans présence locale, etc., venaient se créer une part de marché par rapport aux acteurs historiques. Donc, l'idée, c'était aussi
changer nos manières de faire, préparer, anticiper ce changement par rapport à ce qui allait se passer et surtout se préparer à une concurrence qui peut venir d'acteurs qu'on connaît, mais surtout d'acteurs qu'on ne verrait pas dans le radar aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, bah, il est vraiment nécessaire de changer le business model et de pérenniser notre position de leader sur la durée. Et bien sûr, ce n'est pas une surprise vu que Saham Assurance, on va dire, son cœur de métier, c'est l'automobile. L'idée, c'est de commencer par l'assurance auto et par le Maroc. Parce que l'idée aussi, c'est de vraiment faire un pilote sur ce fonctionnement au niveau local et voir comment on s'exporte. À l'époque, il s'agissait de s'exporter au niveau des filiales panafricaines de Saham Finance. Depuis la cession ou le rachat de Saham Finance par Sanlam, c'est de s'exporter sur toute la présence, sur toutes les filiales de Sanlam, sachant qu'on est aujourd'hui la seule entité qui a ce modèle aujourd'hui. C'est-à-dire il y a des choses qui se font dans le digital, etc. Mais le modèle Digital Factory tel qu'on l'a construit aujourd'hui, on est la seule entité du groupe. Donc voilà, donc on a lancé un programme de transformation qu'on a nommé Odyssée et qui avait une business line scope sur la partie assurance auto et un scope géographique sur la partie marocaine. Donc, en gros, on avait un besoin de rupture et pour faire de la rupture, il faut créer une organisation en rupture. On fait pas, comme on dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux. L'idée, c'était vraiment d'aller benchmarker les meilleures pratiques, je ne dirais pas au niveau national, au niveau continental, mais vraiment au niveau international. On avait une contrainte de temps, c'est-à-dire qu'il fallait sortir des choses concrètes le plus vite possible. Et plus on s'embarquait dans la planification de ce qu'on allait monter, plus on voyait que les compétences qu'on recherchait pour lancer cette organisation en rupture, enfin, ou ce projet en rupture était complexe à trouver, qu'il fallait un outil qui nous permette donc de réussir cette transformation et qui était adapté à recruter vite, produire vite, s'affranchir du poids du travail en silo, de la validation hiérarchique, de choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on a lancé donc la Digital Factory qui était un petit peu, qui allait laisser nos business lines se concentrer sur leur day-to-day et sur leur manière de travailler. On a créé une nouvelle entité qui allait embarquer, qui allait être à côté de Saham, même si c'est une direction, on travaille, on n'allait pas arrêter le day-to-day pour lancer ce projet de transformation. Donc, on y allait en baby steps, donc en étant ce proof of concept de transformation. Donc, en même temps, en transformant les pratiques et en transformant la manière de faire. Donc voilà, l'idée, en gros, l'idée, c'est qu'on partait, quand on lançait la Digital Factory, on avait deux niveaux d'expertise. On avait les experts business, donc on a récupéré les experts qui faisaient le business de Saham Assurance à l'époque. Et donc, la personne qui était la mieux placée pour gérer, par exemple, le sinistre, la personne qui était la mieux placée pour gérer la souscription, l'expert sur la connaissance du système IT, etc. Et ces gens-là, on en a fait nos product owners et on a construit autour d'eux des talents digitaux. Donc, on a été recruté des Scrum Masters, on a été recruté des Data Scientists, on a été recruté des Full Stack développeurs. Et tout ce monde-là travaillait ensemble en mode agile
un cycle itératif court pour produire rapidement de nouveaux produits, qu'ils soient techniques ou qu'ils soient métiers. On s'appuie sur de nouveaux talents. On était concentré sur la customer experience, c'est-à-dire améliorer l'expérience client, donc en se basant sur du customer centric et en allant chercher également l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. Donc, en gros, la Digital Factory, c'était un peu un accélérateur business qui venait, donc on récupérait, donc en gros, qui fonctionnait en modèle build, operate and transfer. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en gros, on construisait les produits ensemble avec le business. On avait un product ownership qui est porté au sein de la Digital Factory, pardon, qui était porté au sein de la Digital Factory via son product owner, qui même lui-même venait du business, qui était hébergé chez nous. On faisait donc en gros, à fur et à mesure qu'on construisait notre produit, l'ownership était transféré vers le métier. Et en même temps que donc la personne, les métiers qui sont autour de nous sont en train de vivre des choses différentes, d'une manière différente. Et donc, en même temps, on est en train de livrer un produit ensemble. D'abord, pour prendre l'exemple du vélo, c'est nous qui tenons le guidon. Par la suite, c'est le métier qui reprend la main et nous l'accompagnons lors du transfert de compétences. Et puis par la suite, c'est une fois que le produit est mûr, que les manières de faire sont changées, que le process est bien mûri et bien en place, ben c'est le business qui prend le lead et nous assurant la stabilité de la plateforme. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de, en même temps, livrer vite et en même temps, transformer les mindsets. C'est-à-dire, c'est une sorte de moulinette. On vient, on s'imprègne d'une nouvelle manière de faire et on va prêcher ces nouvelles méthodes une fois qu'on revient chez le business. Donc voilà, en gros, globalement, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Donc ici, on voit la nouvelle expérience client chez Saham Assurance. Donc l'expérience commence donc, par la souscription. On a attaqué le modèle de souscription. En gros, au moment où on va venir créer ou souscrire un nouveau contrat chez Saham Assurance, on va s'assurer que ce soit fait de la manière la plus rapide possible, la plus efficace. Comme ça, quand on est en agence, l'agent a tout le temps à accorder à son client et il n'est pas concentré sur son formulaire à rentrer les données pour la souscription. On a aussi travaillé sur le sinistre matériel où le sinistre matériel, vous savez, le sinistre dans une assurance, il y a, on va dire, 3 moments de vérité. Il y a quand je souscris, donc quand je viens taper à votre porte comme assureur, quand il y a un problème, donc quand j'ai un accident. Et là, c'est le moment du sinistre. Et donc là, l'objectif était de vraiment faire le process le plus transparent et le plus rapide possible. C'est-à-dire que les gestionnaires Saham Assurance comment dire, avaient plein de pain points, plein de freins qui les empêchaient de sortir, comment dire, d'avoir une expérience de bout en bout de la gestion de sinistre qui soit optimale et qui soit surtout transparente. Ce qui a été fait, c'est qu'on on aura donné tous les moyens pour qui travaillent de manière confortable, que ce soit visible pour le client et que quel que soit le moyen avec lequel on gère le sinistre, grosso modo, qu'on ait au moins l'information, qu'on sache à tout moment où en est notre sinistre et puis qu'on transforme vraiment cette expérience de gestion du sinistre. Donc, on a aussi à gérer la partie sinistre corporel. Il faut savoir que le sinistre corporel est une partie un peu particulière parce que, en fait, ce n'est pas avec le client qu'on va aller interagir, mais c'est avec la victime du client. C'est-à-dire le sinistre corporel, c'est quand il y a un accident physique. Enfin, il y a un impact. Donc, il y a une victime dans un accident de l'AFED.
Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces victimes-là au plus vite pour, comment dire, pour, donc pour trouver un arrangement à l'amiable et éviter des procédures qui sont extrêmement longues. L'idée, c'est aussi, on a aussi attaqué donc le self-care, le mobile, le fait de pouvoir consulter sa situation, ses informations à tout moment, de suivre ses différents dossiers et de pouvoir donc avoir une petite assurance tout en un dans son mobile. Et last but not least, la partie rétention. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller… aujourd'hui, l'assurance automobile au Maroc, comme vous le savez tous, n'est pas une assurance à tacite reconduction dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'on a un contrat à durée fixe. Et ça m'est déjà arrivé, je pense que c'est déjà arrivé à pas mal d'entre nous. On arrive à la fin de notre contrat d'assurance et on ne s'en rend pas compte. Et on roule. Et peut-être qu'on va se rendre compte quand on est arrêté par un flic ou là, on s'en rend compte 2-3 jours plus tard. L'idée, c'est que selon notre profil, ou là, quel que soit notre profil, on est notifié de manière automatique et systématique du renouvellement de notre contrat. Et si on a envie, ben on vient renouveler notre contrat au sein de Saham Assurance. Donc, et pour finir la boucle, pour boucler la boucle, si jamais on va dire, on décide quand même de partir, de changer d'assureur, c'est quand même 30%. On a un taux de marché qui est qui frôle les 30%. Si jamais on décide de partir ailleurs, qu'on soit capturé par la suite, ou là on a mis en place un système qui puisse recontacter nos anciens clients et pas n'importe lesquels, ceux qui ont le plus d'aptitude à revenir. Qui dit aptitude, on va parler de machine learning et de détection de capacité, de propension à revenir. Et donc de contacter ces personnes-là, de voir pourquoi elles nous ont quittés et comment on pourrait faire pour qu'elles reviennent. Donc c'est un peu ça notre expérience telle qu'on l'a revue. Et bien sûr, ça, c'est la partie un peu visible de l'iceberg ou de la roue dentée ici. Mais il y a aussi, donc, en gros, un certain nombre d'agents de backstage, de gérer ou d'éléments en backstage. C'est une meilleure expérience client passe par une data industrialisée. Une meilleure expérience client passe par un agent qui a tous les outils qu'il lui faut pour bien servir son client. Et une meilleure expérience client passe aussi par une détection pointilleuse de la fraude qui permet vraiment de frustrer le moins de personnes possible. Et en dernier, donc, une meilleure expérience client passe par un pilotage de notre réseau qui est fait de manière plus industrialisée et qui permettent donc de driver notre réseau d'agents qui est le plus important du Maroc de manière efficace. Et sans oublier les agents du moment de vérité, donc les gestionnaires de sinistres, à qui on va donc simplifier le travail, comme j'ai dit tout à l'heure, pour qu'ils puissent gérer au mieux les sinistres à nos clients. Donc, c'est un peu l'expérience initiale. C'est ça le bout du projet Odyssée. Le projet Odyssée s'est fini en avril 2019. Et donc, à la suite d'Odyssée, on a été attaqué un certain nombre de sujets, qui toujours dans l'auto. On a été consolider les MVP, les différentes premières versions créées par ce premier projet. Donc, juste pour dire, ce que vous voyez là représente sur les 2 premières années, pas moins de 16 projets impactants au sein comment dire, sur la partie, sur la chaîne de valeur automobile pour Saham Assurance. Donc, par la suite, sur 2019, on s'est concentré encore sur l'auto, aller approfondir nos chaînes de valeur, aller donc en gros
la gestion de la fraude, on a commencé par, par une revue du process et la manière de détecter. On a été industrialiser le modèle, aller chercher donc aller utiliser des outils performants au niveau performants qui sont reconnus à l'échelle internationale et pour industrialiser la gestion de la fraude. On a été donc les outils qu'on a mis en place pour nos agents, on l'a déployé auprès de nos courtiers. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller dans ces 2 ans, on a fait notre proof of concept. Sur l'année 2019, on a élargi sur toute la partie automobile. Et puis depuis 2020, l'objectif, c'était vraiment d'aller travailler sur la partie qualité et rentabilité. Le Covid est passé par là. Et le Covid est venu, non seulement, je ne parle pas du fait d'aller en télétravail qui finalement, comme beaucoup d'entreprises au Maroc, s'est très bien passé. D'ailleurs, aujourd'hui, pour l'anecdote, j'ai vu ce matin que les entreprises du matin étaient toujours en télétravail. Nous, on a fait le choix de revenir petit à petit, comment dire, de faire de l'alternance entre du télétravail et du présentiel parce qu'il était important de retrouver ses collègues, même tout en faisant attention à notre santé, même un jour par semaine. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est majoritairement en télétravail, mais avec quelques moments importants de la semaine, on se retrouve au bureau. Donc pour revenir à l'impact du Covid, l'idée, c'était de passer dans un mode low touch, c'est-à-dire qu'on maximisait le digital et minimiser le contact. Et bien sûr, je ne parlerai pas de tout ce qui a été fait au niveau de la CAPS, au niveau du régulateur, mais spécialement parce que les choses qui ont été impactées sur comment dire, les éléments qu'on a sortis de notre côté pour s'adapter à ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire, on a commencé par le business, où il était important, c'est-à-dire Saham jusque-là avait un énorme impact sur la gestion papier ou des dossiers physiques. C'est-à-dire qu'en gros, les dossiers, quand ils étaient chez l'agent, il y avait la partie GED était principalement gérée au niveau du siège. Donc, il y avait tout ce transport qui était important, qui était fait. Donc, on est allé au-delà, c'est-à-dire en permettant aux agents de transmettre les dossiers de manière digitalisée depuis leurs interfaces de souscription. On a fait une campagne d'SMS globale post-confinement pour appeler au renouvellement. Sur la partie sinistre matériel, pareil, donc toute la communication entre l'agent et le gestionnaire, la communication des différents papiers était d'abord faite de manière digitalisée. Et sur la partie sinistre corporel, on a lancé un certain nombre de plateformes pour les avocats qui permettent la facilitation de la relation entre les avocats et les gestionnaires du sinistre pour raccourcir les délais et réduire la paperasse. Et puis, sur la partie application mobile, donc pour les clients, il y a toute une communication dédiée aux clients qui a été faite sur l'application, en plus de la mise à disposition des relevés des pannes à travers l'application. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas prévues dans nos feuilles de route initiales de 2020 et qu'on a intégrées en raison de la pandémie. Alors, juste quelques éléments sur aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai un peu parlé de pourquoi on a été là, de comment on est arrivé, de comment on travaille, de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, quelles sont nos perspectives? Donc aujourd'hui, comme on le sait tous, on a été racheté, Saham Finance a été racheté par Sanlam, et donc on est aujourd'hui une filiale de Sanlam, donc une filiale de Sanlam. Donc les perspectives qu'on a, c'est d'abord toujours continuer sur l'automobile.
qui est notre cœur de métier, continuer à aller toujours chercher à aller plus loin, à transformer, à améliorer les process, à changer nos manières de faire, lancer la santé et la relation client. Donc, activer de nouvelles chaînes de valeur au niveau marocain et puis s'exporter, je dirais, à l'étranger, faire un scale-up qui nous permette de lancer les transformations des autres filiales du groupe hors du Maroc. D'abord les filiales francophones, d'abord les filiales avec lesquelles on partage un certain nombre de points communs. Et puis derrière, aller par la suite développer les synergies avec les filiales anglophones et donc s'exporter à l'étranger. D'où l'importance de scaler notre modèle, d'où l'importance de revoir ce modèle qui fonctionne à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une équipe, à l'échelle d'une chaîne de valeur et de voir comment reproduire les mêmes manières de faire sur un échelon global. Alors, donc voilà. Donc d'un point de vue, donc là j'ai parlé des manières de faire, des choses qu'on a sorties. Maintenant, qu'est-ce qui change d'un point de vue RH pour nous? C'est extrêmement important. C'est que quand j'ai commencé ma mission au sein de la Digital Factory, comme ce que j'ai dit au tout début, on a été faire un benchmark international. Un benchmark international sur les meilleures pratiques RH. L'idée, c'est d'aller voir ce qui se passe au niveau des fintech, au niveau des meilleurs exemples internationaux et de voir aussi ce qui se fait de meilleur au niveau national. Parce qu'il y a pas mal de choses très intéressantes qui se font au niveau national. Et je pense que, Mustapha, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler ce matin, mais je pense que vous êtes aussi un exemple d'entreprise qui a fait des choses assez intéressantes. Je te fais… Merci, On t'entend pas, Mustapha. Non, ce que je sais que, effectivement, merci pour ce compliment, mais c'est pas quelque chose que je dirais sur lequel on communique trop, c'est vrai, mais avec le peu de moyens qu'on a, effectivement, en termes de disposition, en termes de mode de travail, le fait de travailler 36 heures par semaine, par exemple, le fait que le remote work soit ouvert avant même qu'on soit en mode, je dirais, en mode confinement, etc. Mais maintenant, on improvise dans certains cas, c'est quelque chose qui nous semble parfois pertinent de tester en interne, on le teste, ça marche, hop, on le garde. Tout simplement. Exactement. Donc voilà, donc c'est exactement le même état d'esprit. L'idée, c'est que vraiment, on aller chercher les moments les plus importants dans une carrière d'un collègue et tester des choses. Et on teste ensemble, sans prétention, sans se dire que on va faire ce qu'il y a de mieux. On va y aller au bon sens, on va aller benchmarker ce qui se passe, on va aller en faisant des prototypes, en designant une cible et en regardant au fur et à mesure où on avance ce qui marche et ce qui ne marche pas. En tous les cas, parmi les choses qui ont pas mal marché et qui ont plutôt très bien marché, c'est le fait c'est les moments clés d'une carrière. C'est-à-dire les moments clés d'une carrière ou d'un contact avec le client, c'est quand avec le client, pardon, avec le collaborateur, c'est le recrutement. Première des choses, c'est essayer d'impliquer tout le monde dans le recrutement d'un collaborateur. C'est-à-dire que il faut qu'un collaborateur rencontre un maximum de gens et qu'il se sente déjà faire partie de cette équipe avant même qu'il soit sélectionné. Et surtout, tenter au maximum d'accélérer l'expérience. C'est-à-dire que l'une des choses qui sont les plus impactantes, c'est la rapidité de réponse ou la rapidité de process. Donc, en gros, je ne dirais pas que voilà, on recrute en une demi-heure, mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que, en ayant les contraintes qu'on a, d'avoir cette obsession de faire au plus vite. Maintenant, il y a des choses, il y a des fois où ça va vite, il y a des fois où ça va moins vite, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cet objectif en tête. La formation. Donc, on a une offre de formation au sein de la Digital Factory qui se décline en trois étapes. Une phase de ce qu'on appelle le training on the job, c'est-à-dire j'arrive, j'apprends dans mon travail, dans mon day-to-day. On a aussi des formations classiques en présentiel
quand c'est possible. Avec le Covid, c'est un peu compliqué. Et puis, ce qu'on a fait depuis quelques temps, c'est de plus en plus donc, de plateformes comme Linux Academy, comme DataCamp ou d'autres choses, d'autres plateformes qui nous permettent, Tableau, e-learning, qui permettent aux collaborateurs donc, d'accéder en autonomie à la formation, et ce, très rapidement après leur intégration. Et le troisième point qui est très important aussi, c'est donner ce qu'on appelle un career path, c'est-à-dire on met en place un coach qui accompagne chaque collaborateur. Donc, chaque collaborateur a un coach qui est un senior de la Digital Factory qui le conseille dans sa carrière au sein de la Digital Factory, et aussi la mise en place de ce qu'on appelle les tracks d'évolution. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui que je rentre en tant que junior ou la middle ou la senior, mais voilà, comment je fais pour évoluer au sein de la Digital Factory, mais également comment je fais pour changer de métier quand il faut. Et dernier point, mais non des moindres, je dirais, donc la partie happiness management, au maximum, c'est-à-dire aller chercher une animation particulière, aller faire qu'il y a cette dynamique, cette envie de se retrouver, cette envie de venir travailler ensemble. Il y a des locaux sympas, il faut bien les utiliser. Il y a des collègues avec qui on s'entend bien, il y a des collègues qui ont des connaissances qu'on n'a pas, comment les partager, etc. Et donc, cette notion de happiness management, d'ailleurs, pour l'anecdote, à chaque mois de Ramadan, on a un fonctionnement particulier. Cette année, avec le Covid, c'était compliqué. On était en plein confinement. On a créé des groupes WhatsApp, on a créé des choses pour jouer aux cartes, pour partager ces bonnes recettes, pour faire des choses comme ça qui ont fait que malgré qu'on n'était pas capable de se réunir physiquement, on communiquait après le ftor, le soir, etc. Il y avait on arrivait à jouer à Ronda, ou bien pour les amateurs de poker ou d'autres jeux de cartes, on jouait à ça en ligne. Donc bon, ça c'est juste pour l'anecdote. Mais l'aspect, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui il est très important, cette journée par semaine où on se retrouve est extrêmement importante, et elle a fait beaucoup de bien à nos collaborateurs. Donc voilà pour la partie RH. Rapidement, je vais peut-être aller rapidement sur ces slides-là, parce que je pense que je suis rattrapé un peu par le temps. Donc l'intelligence collective est vraiment primordiale dans ce genre de fonctionnement. C'est quelques messages clés sur le mindset et sur la manière de travailler. Et aussi, il y a un game changer qu'on n'imaginait pas, qui sont nos locaux. Donc, ce sont des locaux qu'on a envie de retrouver, et qui sont des locaux qui donnent envie de bosser. Donc, je dirais en toute humilité, on ne l'a pas fait, on l'a retrouvé. C'est quelque chose qui est arrivé très rapidement dans l'expérience, mais en tant que collaborateur de Saham et qui travaille à Digital Factory, ça fait quelque chose. Quand on revient, il y a un attachement par rapport à cet endroit, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. La workplace transformation est extrêmement importante dans l'histoire. Donc, on va parler du coup de l'agilité et comment on a fonctionné. Donc, avant de parler de ce qui se passe à Saham, rapidement, l'agilité, c'est pas juste faire du Scrum, faire du sprint, etc. C'est vraiment une transformation d'un modèle opérationnel. C'est-à-dire on part d'un modèle qui est plutôt hiérarchique, qui est plutôt administratif. On a plutôt besoin que les gens répliquent ce que le TAP décide, ce qui est logique, ce qui a ses avantages, ce qui a bien marché pendant longtemps, mais c'est juste un changement de manière de faire. Ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est peut-être plus adapté à certaines situations, moins adapté à d'autres, mais c'est une autre manière de faire. Donc, en gros, l'approche classique, c'est la planification, une relation, c'est tout autour de la structure, tout autour du process, tout autour on va dire de maîtriser le plus possible ce qui se passe, alors que sur une approche agile, on est plutôt dans l'empirisme, c'est-à-dire que je vais plus ou moins laisser faire, entre guillemets. On va faire confiance aux équipes.
On va faire monter en compétence aux équipes. Je vais donner tous les moyens aux équipes de réussir et on s'adapte au terrain. On voit ce qui se passe au niveau du terrain. Le buzz, c'est, je veux dire, la vérité, elle est dans le terrain et dans les remontées, dans ce qu'on rencontre, dans les difficultés qu'on rencontre, qu'on va aller chercher les solutions, là, qu'on va aller chercher les meilleures adaptations. Donc, et pour ça, donc, globalement, je me suis permis les plus, on va dire, les plus, quand on va voir la partie valeur qu'on voit en bas, on va dire les plus, ceux qui connaissent le manifeste reconnaîtront le manifeste ici. Donc plus d'empirisme, plus accepter le changement que suivre la planification. La collaboration plutôt avec le client plutôt que la négociation de contrat, l'interaction entre les individus plutôt que les process et les outils, et puis comment dire, ce que j'appelle la gestion pragmatique, c'est-à-dire c'est le working software qui est plus importante que la spécification exhaustive ou un reporting exhaustif. Donc, c'est vraiment ça, c'est plus de pragmatisme, plus d'empirisme et plus de proximité avec le terrain qu'on va aller chercher quand on fait une approche agile. Donc, je me suis permis de rephraser un petit peu le manifeste. Le manifeste dit beaucoup plus que ça. Mais je pense que c'était intéressant de l'apporter avec une petite touche de comment on le voit chez nous à la Digital Factory. Mais c'est rien on n'a pas réinventé la roue, je vous rassure. C'est juste une réexplication. Donc pareil, et donc dans le manifeste, il y a les valeurs, mais aussi les 12 principes. Les 12 principes que nous, on voit découpés en quatre phases. Donc d'abord, le client au centre. Comment on met le client au centre? Par des présentations systématiques, une proximité entre l'équipe et le client, par le fait d'accepter les changements qu'amène le client, même tard dans le process, par le fait de livrer en permanence de nouveaux produits, des versions opérationnelles de l'application, même avec des tout petits changements. Et d'aller d'aller apporter de la valeur petit à petit, mais avec des bouts opérationnels et fonctionnels. Il y a aussi une vue collaborative entre les différents métiers, entre les différentes parties, s'assurer de la collaboration, de la coopération entre l'équipe métier et l'équipe projet, sachant que c'est un peu comment dire, c'est un peu la barrière ou la frontière entre le métier et l'équipe projet est floue du fait même de la présence de profils comme le product owner. Construire un projet autour de personnes motivées, la motivation est extrêmement importante. Une équipe qu'on sait motiver, une équipe qu'on stabilise, une équipe à qui on fait confiance est toujours plus productive. Et bien sûr, favoriser le dialogue en direct, ou quand ce n'est pas possible, le dialogue via une caméra ouverte, activée. Puis, si ce n'est pas possible, le téléphone, puis le chat, puis le mail. Donc voilà, c'est vraiment attention à la hiérarchie des moyens de communication, à la richesse des moyens de communication. Les moyens les plus riches sont les meilleurs. Même si on est à 100% en télétravail, ce n'est pas la même chose que quand on se voit entre nous et que je ressens les vibes des personnes en face ou l'énergie des personnes en face. Et donc voilà. Et le troisième point, c'est une organisation qui va plus en délégation et qui donne le droit à l'erreur et qui vient pointer les dysfonctionnements, non les personnes, et améliorer ces dysfonctionnements jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose d'abouti en termes de fonctionnement et en termes de livraison aussi. Et surtout, il y a une partie qui est extrêmement importante, c'est l'excellence et l'efficacité. Aller au plus simple, trouver du simple, ne pas se compliquer la tâche au début, et puis aller trouver le meilleur rythme, s'adapter aux différents intervenants. Ça ne sert à rien d'accélérer au maximum et puis derrière de faire une recette de 6 mois parce qu'on a un métier qui n'est pas prêt. Il faut préparer son métier. Il faut
d'où l'importance d'une planification qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes. Donc, aller travailler sur la conception. On fait des petits bouts, mais des petits bouts le plus parfait possible. La perfection n'existe pas, mais des petits bouts où, étant donné notre contexte, on a quasiment tout vu. C'est extrêmement important. Et puis, toujours mesurer l'avancement selon l'opérationnalisation du produit. Je ne peux pas dire que je suis à 80% si je n'ai rien sorti. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est extrêmement important. Donc, et j'en parle pas dans les 4 points, mais c'est extrêmement important aussi. La simplification passe aussi par la maximisation des choses qu'on ne fait pas, des choses qui se font toutes seules. Et ça, c'est l'un des challenges qu'on a eu. Le DevOps, l'automatisation, c'est extrêmement important. Et si aujourd'hui, il y a quelque chose sur lequel vraiment j'insiste, parce que je pense comme d'autres compagnies, on en souffre aujourd'hui qu'on a un patrimoine, c'est de cette automatisation et de la manière dont on arrive à gagner rapidement de la valeur dans la production. Donc ça, c'est quand on voit l'agilité telle qu'on la voit nous, mais d'un point de vue général. Chez Saham, on a été, on va dire, dans le parapluie agile, on a été récupéré, on a été fait notre shopping sur plusieurs méthodologies. Le Scrum, le Lean Startup, le Design Thinking, le DevOps. On a récupéré quelques éléments de l'extreme programming. Et plus tard, un petit peu de scale-up en se basant sur quelques notions du modèle Spotify. Au début, on avait une méthodologie qui était scindée je dirais, en 2 blocs. C'est-à-dire qu'on accompagnait dans un premier temps le PO à mettre en place sa vision et à mettre en place son MVP. Et puis, une fois que les contours du MVP étaient définis, grossièrement, on allait sur un processus Scrum classique, donc qui était donc les sprints, les itérations, donc l'équipe qui bosse, qui gère un backlog, le product owner qui gère un backlog avec son équipe, le Scrum Master qui accompagne tout le monde dans son fonctionnement et qui coach tout le monde et qui s'assure à ce que tous les impediments sont enlevés, et une livraison itérative pour sortir le plus rapidement les différentes briques du MVP et adapter cet MVP si le terrain nous dit que ça ne convient pas. Une fois qu'on a sorti, pendant 2 ans, on a marché sur l'eau. Pendant 2 ans, on avait l'impression de réussir tout ce qu'on faisait. On a sorti des produits, ils ont bien fonctionné, on a été stratège sur un certain nombre de sujets, c'est-à-dire qu'on a sorti d'abord auprès des gestionnaires, auprès de la direction de gestion du réseau, c'est-à-dire des clients internes, puis on a sorti auprès des agents, puis on est sorti auprès du client final. Ça a bien marché. Maintenant, quand on a tout ça, on crée un patrimoine. Quand on crée un patrimoine, on crée du run. Comment on gère entre le run et les nouveaux projets? Comment on continue à livrer de la valeur alors que j'ai des produits qui sont complexes, que je ne peux plus juste faire un design rapide et me lancer directement entre guillemets en dev et dire c'est bon, parce que souvent, il y a des problèmes que je rencontre à la fin. Comment gérer la transition entre la définition de mon produit et le développement agile. Et je choisis bien mes mots ici, c'est des verbatims que j'ai eu de PO, que j'ai eu de collaborateurs. Et on voit que maintenant, la limite de se dire, j'aide mon PO à créer sa vision, puis j'aide l'équipe à travailler en agile. C'est comme si on avait 2 mondes différents ou 2 méthodologies différentes. Comment je gère les dépendances? Je n'ose pas t'interrompre, Zuhair, je n'ose pas t'interrompre, mais à 5 minutes, je pense, 5 minutes, c'est vrai, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions. Mais ce que je propose, c'est que si tu as un message, plutôt une partie, un sujet ou là, plutôt un slide sur lequel tu souhaiterais insister ou faire passer un message, et puis on prendra 3 questions. Ouais. Ça marche, très bien. Donc l'idée, c'est que, en gros, voilà, l'idée, c'est comment toutes ces problématiques du PO, comment on y répond. Et la question, c'est d'abord l'industrialisation des pratiques, et puis surtout, une seule méthodologie de travail. Et cette méthodologie de travail qui se base, in fine, sur le modèle Scrum, avec donc
entre guillemets, le modèle UX, le modèle design thinking, c'est une fusion des deux et un fonctionnement sur une méthodologie qui fait le pas entre les deux. On a mis en place des chapters, là encore, pour s'assurer que qu'il y a un partage de connaissances, que les pratiques sont harmonisées sur un certain nombre sur chacune des principales lignes de métier, on va dire, et puis sur une partie planification modulaire qui vient, comment dire, qui vient répondre aux besoins du top management, mais également automatiquement alimenter de la réalité du terrain. Et puis, bien sûr, de plus en plus de synchronisation et de plus en plus de travail inter-équipe et de plus en plus de vision stratégique qui gère les interdépendances et on a besoin de voir ensemble et puis par la suite que chacun aille implémenter de son côté. Donc, c'est tout pour moi. J'aurais aimé, j'ai peut-être pris un peu trop mon temps entre l'introduction et les présentations. Donc, Mais je pense, Sarah qui m'a dit que je n'ai pas osé même t'interrompre. Il y a tellement de sujets, de choses qui sont très intéressantes. Ce que je propose, on va faire les choses en deux temps. On peut récupérer 3 questions, auxquelles je t'invite à apporter quelques éléments de réponse. Le reste des questions, ce que je propose, c'est que je vais les récupérer. Et on va proposer des éléments de réponse sur le groupe LinkedIn. Il y a un groupe LinkedIn, justement, qui est fait pour ça, pour qu'on puisse poursuivre les discussions dessus. D'accord, je t'inviterai dessus, Zuhair, si tu souhaites interagir dessus. Ça te va? D'accord. Ça marche. Alors, je suis en train de… alors, je vois des questions sur… il y a 6 questions, c'est ça? À peu près, oui. À peu près, oui. Il y a pas mal, mais en principe, ça se répète. Bien. Donc, c'est aux alentours, c'est Zuhair est-ce que Saham elle a des besoins pour des jeunes débutants? Et quels sont les critères de sélection pour joindre Saham? Et puis après, ce sont les 2-3 questions qui ont été posées par… Alors, globalement, je vais répondre à deux questions. Enfin, je vais répondre parce que je vois, sur les questions que je vois, c'est comme tu dis, Anas, c'est répétitif. Par rapport aux offres de stage, on n'a pas encore lancé nos offres de stage pour le moment. Maintenant, c'est quelque chose… vous pouvez nous prendre contact avec nous d'ici la fin de l'année avec notre nouvelle HR Business Partner et on étudiera votre profil. C'est-à-dire que depuis quasiment depuis la saison, entre guillemets, je dirais 2018-2019, on a des stagiaires au sein de la data. Aujourd'hui, on a des collaborations avec des universités, avec des écoles pour accueillir des stagiaires, que ce soit dans la data ou que ce soit dans d'autres domaines. Donc, dès qu'on définira nos offres de stage, bien sûr, il n'y a pas de sujet. Par rapport aux sorties d'école, moi, je dirais, je vais vous dire, franchement, on recrute des sorties d'école, on recrute des gens qui ont de l'expérience. L'essentiel, c'est vraiment comment dire, l'essentiel, c'est si par exemple, je vais vous dire, il n'y a pas de critères de diplôme, entre guillemets. Je ne vais pas me dire que on va forcément aller recruter quelqu'un qui va avoir telle ou telle école ou bien tel ou tel diplôme ou un certain nombre d'années d'expérience. Donc, on passe les entretiens. On voit si en termes de mindset ou en termes de compétences clés, par exemple, si les personnes sont dans nos stacks et qu'elles passent nos tests techniques au niveau de ces stacks-là, on ne va pas aller voir, on ne va pas dire non, on ne va pas le prendre parce qu'il est junior. Maintenant, il y a un équilibre. On fait de tout. Il n'y a pas forcément de barrière à l'entrée. Je sais que ça se fait dans certaines entreprises où on a des gens qui sont issus
qui sont issues de Bac+3, on a des personnes qui sont issues qui ont fait des masters, on a des personnes qui ont fait des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce. Donc, il n'y a pas forcément de critères, ne serait-ce que de réussir son entretien, ce qui est important. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Une dernière question, peut-être les deux passages. Il y a Anas qui a posé la question, je pense, 8 fois ou les 9 mois. Est-ce que vous avez des offres d'emploi dans le domaine de la finance et de l'actuariat ou pas? Voilà, pour qu'ils soient à l'aise. Je suis désolé de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes, mais Bien sûr. question pour toi, Zoël, c'est cette dernière question. Est-ce que vous avez des offres d'emploi dans le domaine de la finance et de l'actuariat ou pas? Je pense que la Alors, dans partie le domaine de assurance, la oui. finance et de l'actuariat, je dirais vie ou la non-vie, c'est des choses qu'il va falloir aller voir avec, Ouais, ouais. le service RH Saham Assurance. Donc, mais maintenant, Très bien. s'il y a des demandes ou des CV, je les transmettrai avec plaisir Très bien. à la RH Saham Assurance Maroc. Très bien, très bien. Tu sais, Zuhair, sur le groupe que je viens d'indiquer là, j'ai créé un petit fil de discussion qui concerne ça, l'assurance. Donc ça, ce que je propose, c'est que les questions qui soient posées directement dessus et que Zuhair puisse réagir dessus Bien dans les sûr, avec cas. Moi, en grand tout cas, plaisir. soit aujourd'hui, soit à la salle de dispo direct. Et puis, et encore une fois, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout dans la session de questions-réponses. Il y a une autre entreprise qui attend le lancement de sa séquence, de sa session, Société Générale. Sincèrement désolé pour ça. Merci Zoher pour ton temps. Merci, Tu sais, c'est un très beau Mustapha. support, c'est une très belle expérience que tu as décrit là. Chapeau et bravo à toute l'équipe pour ces réalisations. Franchement, j'étais emporté à Merci chaque fois que je beaucoup. vois un slide derrière, toute l'histoire racontée derrière. Je sais que c'est du concret parce que j'ai vu de près quelques éléments. Et en tout cas, chapeau à toutes ces réalisations. Voilà. Merci Mustapha. Merci de ta contribution parce que tu nous as accompagnés, ne serait-ce dans une partie de cette expérience. Donc, merci à toi aussi. Et voilà, je me connecterai au groupe LinkedIn et je n'hésiterai pas à répondre. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci Porte-toi encore une bien. fois, César. Porte-toi bien. À très Merci bientôt. encore pour ta